Oh, 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 oh. Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Pauline Blanchard. Elle est la fondatrice et la rédactrice en chef de Grain Magazine. Leur dernier numéro, le numéro 3, est consacré à l'imperfection et j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de recevoir Pauline afin qu'elle nous parle justement d'imperfection et comment accepter cette imperfection lorsqu'on se revendique écolo. Vaste sujet autour duquel j'ai eu le plaisir d'échanger avec Pauline. Bonne écoute à vous. Salut Pauline. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Écoute, extrêmement bien. Bientôt les fêtes de fin d'année, donc je me réjouis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, et présenter la revue que tu as fondée et pour laquelle tu es rédactrice en chef, qui s'appelle Grain ? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Pauline Blanchard, j'ai 32 ans. Et donc, en effet, comme tu viens de le dire, j'ai fondé et donc je suis rédactrice en chef d'une revue semestrielle, donc qui paraît tous les 6 mois, qui s'appelle Grain. Une revue que j'ai fondée il y a 1 an et demi, qui fait environ 150 pages, qui est imprimée en France également. Et notre parti pris en fait avec Grain, ce que j'explique un petit peu quand j'essaye de la présenter, c'est qu'on essaye de conjuguer à la fois poésie et radicalité, donc sur des enjeux écologiques, mais d'une façon très ancrée dans le quotidien, au prisme voilà, de la vie de tous les jours. Et on essaye, dans les sujets qu'on aborde, d'entremêler en fait à la fois l'intime, le politique, la lucidité, voilà, le fait d'être informé, mais en même temps dans une perspective assez joyeuse et aussi de mêler le beau et l'engagement. Voilà un peu pour notre façon de traiter tout ça et ça va se traduire en fait par des portraits d'artisanes, de paysannes, des essais personnels, des décryptages, des interviews, voilà, des recettes, des portfolios et aussi un petit peu de poésie. Super. Votre 3e revue est consacrée à l'imperfection. On va y revenir. C'est la raison pour laquelle j'avais très envie de te recevoir au micro parce que je trouve que c'est un très beau sujet qui est assez peu abordé finalement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter ce sujet ? Comme souvent, les choix des thématiques, elles partent souvent en fait d'un ressenti personnel ou alors de discussions que je vais avoir avec soit des personnes autour de moi ou des personnes que je vais interviewer. Et là, c'est plutôt partie de mon expérience à moi. Depuis des années, je pense que maintenant, quand on est engagé sur des thématiques écologiques, bien sûr, on est informé et on a envie d'essayer de faire au mieux, d'avoir un impact, on va dire, le plus vertueux possible dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète, dans ce qu'on n'achète pas aussi d'ailleurs. Ce qui fait que, au final, chaque décision est minutieusement interrogée et il y a parfois ce sentiment que ça peut entacher en fait une certaine légèreté, une certaine spontanéité dans tout ce qu'on fait. Et voilà, et donc moi j'ai toujours ce sentiment de ne jamais en faire assez, évidemment. Et je suis la première à être très exigeante avec moi-même, avec la vie en général, hein. J'ai l'impression qu'on est beaucoup comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, comme on est à un moment de l'histoire avec des enjeux énormes de justice sociale, climatique, c'était intéressant de remettre un peu de la perspective dans toutes ces injonctions qu'on va recevoir aux gestes individuels, mieux comprendre aussi les échelles de valeur par rapport à ces gestes-là. Et puis aussi remettre en question en fait ces injonctions au toujours mieux, toujours plus, il faut toujours être plus performant, travailler plus, etc.
Donc, ce numéro, il nous a permis aussi d'essayer d'aller déconstruire un petit peu ce masque comme ça de performance qu'on porte toutes et tous, et d'essayer de valoriser l'imperfection pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait très basiquement le reflet de notre humanité. On est humain, on est des êtres sensibles, on n'est pas des machines, et forcément, tout ce qu'on fait est forcément imparfait. Voilà. Et après avoir travaillé sur ce numéro, pourquoi est-ce que selon toi, dès lors qu'on ose dire dans un repas ou à notre famille que l'on est écolo, que l'on s'est engagé sur tel ou tel sujet, pourquoi est-ce que nos proches se sentent obligés de relever nos imperfections? C'est une tendance qui est globale. Je pense que tout le monde l'a vécu. Moi, ça fait 5 ans que j'anime ce podcast. Bien évidemment que j'ai aussi eu l'occasion qu'on pointe du doigt certains de mes comportements, et c'est tout à fait, et je l'accepte, tout à fait, il n'y a pas du tout de problème. Je sais que je suis très loin d'être parfaite. J'ai d'ailleurs jamais cherché à l'être. Mais pourquoi est-ce que les proches, ou les moins proches d'ailleurs, se sentent obligés de nous pointer du doigt et de souligner finalement ce qu'on fait de mal, ou là où on n'est pas assez investi? Oui, je pense que c'est un petit peu un sujet quand même pas mal touchy quand on approche les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? De mon point de vue, je pense que ça vient surtout en fait de la peur d'être jugé. Je pense que l'attaque est la meilleure défense à ce qu'on dit, et je pense que nos proches, en fait, par peur qu'on les juge, peut-être par culpabilité aussi, prennent un peu les devants. En tout cas, moi, c'est mon interprétation, peuvent prendre les devants en pointant du doigt, voilà, ce qui n'est pas en effet, parfaitement vertueux, dans ce qu'on va faire. Donc moi, je suis la première à trouver ça extrêmement frustrant et assez injuste. En fait, on peut le recevoir de cette manière-là. Et bien sûr, on a très envie, le premier réflexe, on a très envie de répliquer, «Et toi, en fait, qu'est-ce que tu fais alors que tu me critiques?» Alors moi, je pense, en tout cas de mon expérience, c'est un point de vue assez personnel, mais que s'engager sur des débats pendant, par exemple, des repas de famille, c'est pas forcément les meilleurs moments pour débattre. Je trouve que la famille, comme ça, réunie, par exemple, à l'occasion de fêtes, c'est pas forcément le cercle le plus simple à convaincre, et je pense aussi que, en fait, moi, par exemple, je suis très, très, très mauvaise en débat sur ces sujets-là, bien que je sois bien informée, et que voilà, et bien sûr, j'ai des chiffres en tête, des arguments très rationnels, et cetera. Mais en fait, moi, ce sont des sujets qui m'inquiètent beaucoup, et du coup, qui me rendent très émotive, que ce soit de la tristesse ou de la colère, de la frustration, et cetera. Souvent tout entremêlé dans un joli petit paquet, voilà, d'émotions, comme ça, bien compliquées à gérer, et donc je pense que ces moments-là ne sont pas forcément les meilleurs, en fait, pour discuter, autour de soi. Donc je pense que d'abord, il faut se préserver, garder peut-être son énergie pour d'autres moments, peut-être, je sais pas moi, des tête-à-tête ou des conversations qui sont plus propices voilà, à débattre de ces sujets-là. Donc, se préserver, je dirais ne pas se laisser quand même marcher sur les pieds en disant que oui, en fait, on n'est pas parfait, mais qu'en fait, on essaie déjà de faire du mieux qu'on peut, et demander en fait à ne pas être jugé, comme nous, on s'abstient de juger les autres. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait un rapport comme ça de réciprocité, de non-jugement, pour en fait voilà, calmer les choses et peut-être pouvoir en discuter à un autre moment. Merci Pauline pour ce témoignage, et puis pour ces conseils qui, je pense, aideront les auditeurs et les auditrices à l'approche des fêtes, puisque tu l'as souligné, mais c'est bien évidemment un moment c'est assez difficile, où on se sent très vite attaqué. Peut-être on est plus vulnérable parce qu'on n'est pas dans son cercle d'amis qui partagent les mêmes valeurs que nous. Donc c'est pas toujours évident. Donc je pense que tu as raison. La première chose à faire, c'est essayer de se protéger comme on peut. Et tant qu'on est convaincu que ce qu'on fait c'est déjà bien et que ça nous convient, c'est le plus important. Je pense qu'on a déjà suffisamment moyen de culpabiliser chez soi tout seul pour en rajouter une couche avec nos proches.
Tout à fait, ouais. Je pense que il faut essayer de cultiver un certain lâcher prise. Et d'ailleurs, dans votre revue consacrée à l'imperfection, il y a un article d'Anne-Sophie Novelle à ce sujet-là, qui, là encore, je pense, pourra aider les auditeurs et les auditrices. La lecture pourra les aider et les apaiser aussi. Ouais, exactement. En fait, l'idée de ce sujet-là, donc on en a discuté toutes les 2 avec Anne-Sophie, ça me paraissait assez, enfin voilà, c'est un sujet central, de ce numéro-là. C'est de se dire que même quand on fait de son mieux, en fait, la vie parfaitement écologique, elle n'existe pas et surtout elle ne peut pas exister, dans la société dans laquelle on est. Heu, Aujourd'hui, par exemple, on reçoit, pas mal d'injonctions, gouvernementales que moi je trouve assez malvenues. En fait, on nous explique que, la solution au ravage, écologique, c'est, je ne sais pas moi, supprimer, ces pièces jointes ou voilà, faire, des petits gestes, ce qu'on va appeler des petits gestes, individuels. Alors certes, qui sont importants, c'est ce que Anne-Sophie elle explique dans l'article. En fait, ce sont des gestes, nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants. Et en fait, l'idée de ce papier, c'est de reprendre un peu de hauteur sur ce sujet et aussi de repolitiser ces enjeux-là. Parce qu'en fait, on est pris dans des structures, dans un système, voilà, capitaliste, néolibéral qui va survaloriser l'abondance et avec des gouvernants qui ne sont pas, du coup, à la hauteur des enjeux et qui ne mettent pas en place les conditions structurelles pour qu'on puisse changer collectivement. Donc voilà, déjà le premier point, c'est de se dire, bah, en fait, par exemple, un exemple tout simple que je prends souvent, c'est que si j'ai envie, j'habite dans une zone où potentiellement je dois prendre ma voiture et il y a des distances que je pourrais faire, par exemple, en vélo électrique. Alors, certes, sauf qu'en fait, si déjà il n'y a pas de subvention, par exemple, pour acheter un vélo électrique qui a quand même un certain prix, heu voilà, déjà, ça peut être, financièrement compliqué et ensuite si, l'État, en fait, les collectivités ne mettent pas en place, de pistes cyclables pour assurer ma sécurité quand je me déplace à vélo, ben, voilà, ça limite quand même ma marge de manœuvre. Donc déjà, dans un premier temps, se dire que, et ben, voilà, il faut voilà, c'est au niveau, politique et institutionnel qu'il faut que les choses, bougent. Et dans un deuxième temps, dans cet article, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que, il vaudrait mieux parler d'injonction différenciée. C'est-à-dire que selon ses moyens financiers, par exemple, on a une responsabilité. Il faut savoir que, la moitié la plus modeste des Françaises et des Français est déjà presque, au niveau d'empreinte carbone qui est visé par les accords de Paris, soit à peu près 5 tonnes, il me semble. Donc en fait, se dire que les marges d'amélioration, elles ne sont pas non plus les mêmes pour toutes et pour tous et que dans voilà, dans la structure de la société française, par exemple, les personnes les plus riches, je crois qu'elles émettent en moyenne 25 tonnes par an, par personne, ce qui est absolument énorme et donc vis-à-vis de ces chiffres-là, on peut aussi remettre de la perspective et voilà et se dire que, il faut prendre le problème, à bras le corps, dans son ensemble, en fait. C'est pas forcément en effaçant nos pièces jointes, qu'on va s'en sortir. Donc en fait, ce numéro, il va plaider en fait pour une espèce de lucidité sereine, un lâcher prise, tout en invitant à mettre un peu plus de peut-être de conscience et peut-être de plus de radicalité dans nos actes et dans nos paroles. Se dire par exemple que, être engagé dans une démarche zéro déchet par exemple, ça peut être super si on en a envie, si on a le temps, si on a l'énergie. Mais de mon point de vue, je crois que peut-être, il vaudrait peut-être mieux consacrer cette énergie, et ce temps par exemple à soutenir ou à s'engager sur des luttes locales. Par exemple, soutenir ou rejoindre si on a pareil, l'envie, la motivation, des mouvements de désobéissance civile, voilà, qui ont envie de faire bouger les lignes de façon structurelle. Merci beaucoup Pauline, je pense que cela donnera très envie aux auditrices et aux auditeurs de lire ce numéro de Grain. Et enfin, la petite question bonus posée à toutes les invitées et tous les invités, quel est le cadeau matériel ou immatériel que tu aimerais recevoir ? Alors oui, bien sûr, j'ai quelques petites idées. Moi, je suis très sensible, aux objets faits main.
fabriqués donc par des humains et des humaines talentueuses et talentueux. Je suis très, très fan de céramique, par exemple. Donc la céramique, d'une artisane, ça me toucherait beaucoup ou alors, je pensais aux livres, d'une maison d'édition indépendante. Il me semble que tu avais, cité il y a pas très longtemps, le livre de la chercheuse, Myriam Bafou, que je suis en train de lire. Donc bon, mais j'aurais bien envie de l'offrir autour de moi. Je le trouve, voilà, radical et assez passionnant. Je pense aux éditions, de la Mer Salée, par exemple, qui ont des livres, voilà, sur de la prospective, utopique, voilà, enthousiasmante, voilà, assez passionnant ou, à tous les livres, de Mona Chollet, dont je suis une fan, assez absolue. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!